brésilien, on va dire. Merci. Donc, je ne vous présente pas Luc, si je vais quand même le faire. Donc, tout le monde connaît Luc Fournier, qui est, comme j'avais vu ça ce matin, un jeune retraité du ministère de la Culture. Donc, ce matin, je vous ai dit que Max Armanet avait beaucoup contribué à la protection au titre des monuments historiques de 20 aéronefs. Voilà, ça c'est l'autre personne qui a contribué à cette grande avancée pour le patrimoine aéronautique. Merci pour ça déjà. Et aujourd'hui, il va nous parler donc du raid de Pierre de Saint-Roman. Donc c'est la première tentative de traversée de l'Atlantique Sud en 1920. Je vais vous donner les précisions. Alors je laisse la parole à lui. Voilà. Oui, alors c'est à la fois un raid, c'est un exploit, mais également doublé d'une tragédie dont je vais vous entretenir cet après-midi. C'est la traversée le 5 mai 1927 par Pierre de Serre de Saint-Roman et ses deux équipiers, le navigateur Hervé Mouneyres et le lieutenant, qui est lieutenant de vaisseau, et le mécanicien Jules Petit, qui venaient tous les deux d'ailleurs de l'aéronaval de la marine. Alors, peut-être en préambule, dirais-je que l'Atlantique, c'est un océan qui est plein de mystères. Alors, est-ce que ça tient à sa nature? Non, certainement pas. Simplement, depuis 1492, depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est un océan qui est sillonné par les hommes, puisqu'il y a ce lien entre la vieille Europe et les colonies américaines que toutes les grandes nations européennes vont se tailler tant en Amérique du Nord qu'en Amérique du Sud, donc l'Espagne, le Portugal, la France et la Grande-Bretagne. Et au fond des mystères, il y en a eu plusieurs. On n'a pas attendu l'aviation pour ça, puisque en haut, j'ai mis le brick Goélette la Marie Céleste, que l'on découvre au large des Açores le 4 décembre 1872. Le bateau est parfaitement sain, l'équipage l'a complètement déserté, il n'y a plus personne à bord, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Le bateau aurait pu aller jusqu'à Gênes, puisque tel était son port de destination. Je n'insiste pas sur la disparition de Nages Cerecoli avec l'oiseau blanc le 8 mai 1927. Là encore, ils sont bien partis, mais ils ne sont jamais arrivés, ou en tout cas, on ne sait pas s'ils ont même touché le continent américain ou l'île de Terre-Neuve. Et enfin, bien sûr, coupons le moteur arrière droit. En 1937, Mermoz, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mermoz a disparu avec tout son équipage. Voilà. Donc Pierre de Saint-Roman est né le 23 décembre 1891 à Toul, en Meurthe-et-Moselle. Son père est officier de l'armée française et sa mère s'appelle Pauline de Castel-Bajac. Il est le 7e enfant d'une fratrie de 9 enfants. Et la famille, même s'il est né à Toul, c'est une affectation de son père, la famille en fait est originaire des environs de Toulouse, plus exactement de Courtenvaux. Voilà, dans le Lauragais, où Pierre de Saint-Roman passera toutes ses vacances d'enfant. La famille, d'ailleurs, cherche à se rapprocher de Toulouse, et c'est là, d'ailleurs, que Pierre de Saint-Roman va faire ses études, d'abord au lycée, à l'institution Stanislas, puis au Caoussou. Au Caoussou, c'est un petit peu le Janson de Sailly de Toulouse. C'est un établissement d'enseignement qui est tenu par les jésuites et qui est un des plus réputés de la ville. Au Caoussou, il passe pour avoir été un jeune homme charmant, brillant causeur et vif d'esprit. En 1912, cependant, il révoque son sursis, le sursis qu'il avait pour terminer ses études, et il s'engage dans l'armée. Voilà le Caoussou. Donc vous voyez, c'est très imposant. Et donc il est incorporé au 10e régiment de hussards de Tarbes, comme 5 cavaliers de 2e classe. Le service militaire dure 2 ans, 1912-1914. Il va faire après toute la guerre, toute la Première Guerre mondiale, où il participe aux batailles de Charleroi, de Verdun et également en Narbonne. Il fait l'objet de 5 citations. Il est décoré de la Croix de guerre avec palme en 1916, puis il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 1920. Pendant la guerre,
c'est un schéma qui est assez classique chez les cavaliers. Entre les cavaliers et l'aviation naissante, il y a plus d'une... c'est très perméable. Et il va s'intéresser à l'aviation et il va aller prendre des cours d'aviation à l'école de Pau, à l'école de pilotage de Pau, où il obtient son brevet de pilote le 19 août 1918, mais il est trop tard pour participer au combat. Donc après l'armistice, il se rend à Bordeaux, où il va occuper plusieurs emplois. Il devient chef de la station de transit maritime du port de Bordeaux, et ensuite il devient directeur commercial de Descamps Aviation, qui est une entreprise bordelaise qui cherche à se placer sur le marché aéronautique. Ils produisent un avion, le Descamps 27, qui est un chasseur et qui ne sera pas pris, qui restera à l'état de prototype, et l'entreprise va disparaître ensuite assez vite. En 1924, Pierre de Saint-Roman demande un congé sans solde à son employeur parce qu'il a une idée derrière la tête. Il veut effectuer une tournée de l'Amérique du Sud dans le but de développer un vaste réseau économique et touristique au sein du sous-continent sud-américain, notamment en établissant une ligne aérienne entre le rivage atlantique du sous-continent sud-américain et le rivage pacifique de ce même sous-continent. Évidemment, dans ce domaine, dans cette attirance pour le Brésil, il est bien entendu, et on va nous en parler par la suite, il est bien entendu un petit peu dans la descendance d'Alberto Santos Dumont, qui est brésilien et qui s'est illustré comme un grand pionnier de l'aviation en France. Alors, très vite, il va contacter la communauté brésilienne à Paris. Et ça, c'est une chose qu'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais c'est un fait mal connu. Mais il faut voir que le Brésil a été notre allié pendant la Première Guerre mondiale, puisqu'il a déclaré la guerre à la Triplice le 26 octobre 1917. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de Français qui, eux, ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont partis s'installer en Amérique du Sud, dont le frère de Pierre de Saint-Roman, qui s'est établi en Argentine. Donc, en quelque sorte, Pierre de Saint-Roman a le projet d'établir des liens d'amitié, tant avec les Français installés en Amérique du Sud, que de rencontrer une population autochtone en faisant une tournée d'aviation qui sera ponctuée par des escales dans les principales villes du sous-continent sud-américain, c'est-à-dire Rio de Janeiro, Sao Paulo, Porto Alegre, Montevideo, Buenos Aires, toujours en suivant l'idée de partir de l'Atlantique et d'aller vers le Pacifique. Alors, il est aidé dans ce sens par une association qui s'appelle l'Association Paris-Amérique latine, et qui se trouve, qui est installée 11 boulevard de la Madeleine. Et l'association Paris-Amérique latine est absolument enthousiasmée par le projet de Pierre de Saint-Roman, et elle lui dit qu'elle va s'occuper de toute la logistique de l'opération. Par ailleurs, deux éminents brésiliens le soutiennent, le comte Edgar da Silva Ramos, qui offre une contribution de 50 000 francs de l'époque, c'est quand même pas rien, et également l'ambassadeur du Brésil en France, Luis de Souza Dantas, qui encourage fortement le projet. Alors, l'association Paris-Amérique latine contacte le constructeur Farman, parce que Pierre de Saint-Roman a dit qu'il voulait faire ce raid sur Farman Goliath. Donc Farman accepte de mettre à disposition un modèle Goliath, mais qui n'est pas équipé des moteurs Samsung habituels, mais de moteurs Loren Dietrich, qui sont beaucoup plus puissants. Par ailleurs, on va équiper ce Farman Goliath de flotteurs pour en faire un hydravion. Il faut voir que le Goliath, c'est quand même un grand succès. Ça devait être à l'origine un bombardier. La guerre s'est terminée, on en a fait un avion de ligne, et c'est un avion de ligne qui a inauguré la ligne entre Paris et Londres, et également qui a été un grand succès à l'exportation, puisqu'il a été exporté dans plusieurs pays, comme la Tchécoslovaquie, la Belgique, la Roumanie, et même construit sous licence au Japon.
Alors, l'idée de Pierre de Saint-Roman, c'est de mettre son Goliath dans la soute d'un cargo, de traverser l'Atlantique, de lui faire traverser l'Atlantique, de le remonter une fois arrivé au Brésil, et de faire sa tournée des capitales sud-américaines avec cet avion. Seulement, là, il y a un hic, c'est que le coût du transport maritime est absolument prohibitif, et donc, c'est là que lui vient l'idée de, eh bien, à la tournée sud-américaine, on va rajouter une traversée de l'Atlantique sans escale. Donc voici une vue des usines Farman et le Farman Goliath, le modèle Farman Goliath. Alors, Pierre de Saint-Roman n'est pas le premier à traverser l'Atlantique Sud, mais ses prédécesseurs ont fait des sauts de puce, je dirais, dans l'Atlantique, enfin si on peut appeler ça des sauts de puce, et ils ont toujours fait ça avec des hydravions. Donc en 1922, deux aviateurs portugais, Sacadura Cabral et Gago Coutinho, vont utiliser 3 hydravions ferrés 3D pour aller de Lisbonne à Rio de Janeiro en faisant des escales dans divers îles de l'Atlantique. Ils vont user quand même 3 ferrets. Il y a un ferret qui les attend à chacune des escales et avec lequel ils repartent. Ils sont donc les premiers à avoir traversé l'Atlantique Sud, mais avec des escales. En 1926, Ramon Franco, le frère du futur dictateur espagnol, devient un véritable héros de l'aviation espagnole puisqu'il réalise un vol transatlantique aux commandes d'un hydravion Dornier-Val baptisé Plus Ultra. L'hydravion décolle de Palos de Frontera dans la province de Huelva et arrive en Argentine, à Buenos Aires, le 26 janvier. Mais il fait des escales à Grande Canaria, au Cap-Vert, à Pernambouc, donc là aussi ce n'est pas une liaison directe. Le problème, c'est qu'on peut se demander si Pierre de Saint-Roman est vraiment à la hauteur de son projet, qui est devenu notamment plus ambitieux, puisqu'il s'agit d'une traversée de l'Atlantique et ensuite d'une tournée en Amérique du Sud. Il écrit « Je veux aller au Brésil parce que les aviateurs du monde entier sont allés au Brésil. Il faut absolument qu'un Français tente ce raid et je veux être ce Français. » Attention, ce n'est quand même pas un pilote confirmé, il n'a que 250 heures de vol lorsqu'il entreprend ce raid. Néanmoins, donc, il a avec lui un lieutenant de vaisseau, Marcel Muneyres, un Toulonnais qui a été formé à l'école d'application des mécaniciens de Rochefort et qui a appartenu à plusieurs formations de l'aéronavale durant la Grande Guerre et également la guerre du Rif au Maroc, avant de devenir le chef de l'école de chasse du centre aéronautique de Saint-Raphaël. Troisième personnage, le mécanicien Ernest Matisse, qui d'ailleurs va lâcher Pierre de Saint-Roman, l'équipe de Pierre de Saint-Roman, à Saint-Louis du Sénégal, et il sera pour une question d'assurance. Donc le Farman FADFN, qui porte bien en évidence à l'avant de son fuselage les lettres PAL, Paris-Amérique latine, décolle du Bourget, transportant Pierre de Saint-Roman, Marcel Muneyres, Ernest Matisse et un journaliste argentin, Carlos del Carril. Il s'oppose à Saint-Raphaël, qui est la halte pour poser les flotteurs. L'avion décolle ensuite vers l'étang de Berre, puis de l'étang de Berre vers Casablanca, où il ne peut malheureusement il ne peut amérir dans le port parce que le port est beaucoup trop encombré. Donc il va amérir au large. Il va amérir au large, mais le port de Casablanca n'a pas les moyens nécessaires, déclare ne pas avoir les moyens nécessaires pour réparer le flotteur, et Pierre de Saint-Roman dit « Bon, bah, ça ne fait rien, on enlève les flotteurs et on refait du Goliath un avion à roues. Ça réduira la traînée et on ira plus vite. » Alors c'est une décision qui est prise un petit peu dans l'urgence et qui lui sera peut-être fatale, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ses prédécesseurs ont fait les traversées sur hydravion. L'hydravion, ça permet quand même de se poser à côté de la côte, près d'un port, et donc de pouvoir ensuite être remorqué ou de pouvoir entrer dans le port avec les moteurs tournant au ralenti. Simplement, Pierre de Saint-Roman voit lui surtout la réduction de la traînée, et le Farman Goliath arrive sur ses roues à Saint-Louis du Sénégal, où là,
il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Du fait de la remise de l'avion sur roue, le service de la navigation aérienne, qui est l'ancêtre de la DGAC, annule leur certificat de navigabilité. Et la Ernest Matisse refuse de continuer pour une question d'assurance liée à cette annulation, et le journaliste argentin, Carlos del Carril, abandonne également. Mais comme ce refus de certification ne constitue pas une interdiction formelle de voler, Pierre de Saint-Amand et Mounayres décident de repartir après avoir accueilli un chef mécanicien qui s'appelle Jules Petit et que Mounayres connaît très bien. Il a travaillé avec lui, donc il le retrouve à Saint-Louis du Sénégal. Il lui propose « Veux-tu faire le raid avec nous ?» et Petit dit oui. Donc le FADFN décolle de Saint-Louis du Sénégal à 6h30 le 5 mai 1927, lesté de 300 litres d'huile et de 4500 litres d'essence. Le contact avec la Terre se fait par un appareil radio à ondes courtes. Voici donc les deux équipiers de Pierre de Saint-Amand, Hervé Mounayres et Jules Petit. Et voici le Goliath ADFN tel qu'il s'envole de Saint-Louis du Sénégal. Donc le contact avec la Terre se fait par un appareil radio en ondes courtes. Le dernier signal est capté par la station de Dakar à 10h38. Mais de l'autre côté, à Recife, qui est le point d'arrivée présumé du Goliath, se prépare une grande fête populaire sur le terrain de l'Ensanta Mossa, la jeune fille enchantée, dans le camp de l'arrivée de Pierre de Saint-Amand et de ses équipiers. Et le journal de Recife, et les gens s'agglutinent sur le terrain. Le journal de Recife titre même, le 6 mai 1927, « La France, la grande, l'immortelle pionnière de la civilisation, éblouira maintenant l'humanité si les dieux permettent que le raid de Saint-Amand réussisse le grand succès que l'on y attend. » Voilà, seulement le lendemain, le 7 mai, le Farman n'est toujours pas apparu dans le ciel. Et dès le lendemain, des recherches sont entreprises par les autorités brésiliennes qui envoient le croiseur Bahia. Alors, non. Voilà, alors. Qui envoie le croiseur Bahia pour voir si l'avion aurait pu atterrir du côté des îles Rocas ou sur l'archipel Fernando de Noronha. Malheureusement, il ne trouve rien. Et c'est seulement 44 jours plus tard, le 18 juin 1927, qu'un patron pêcheur brésilien, Augustino Arrocho, découvre à 90 km au large de Belém un radeau de fortune formé d'un morceau d'aile ou d'empennage, de 2 roues et d'une plaque de duralumin munie d'une charnière. C'est donc probablement une trappe de sortie de l'avion, le tout attaché avec 200 d'eau. Le radeau est pris en remorque, mais l'état de la mer est tel que l'équipage a peur que le fait de haler l'aile les fasse basculer et ils abandonnent le morceau d'aile pour conserver le reste, c'est-à-dire la plaque de métal et les 2 roues. Farman envoie un de ses mécaniciens, le mécanicien Galéran, à Recife à Belém, pour identifier les débris, et il est formel, ces vestiges sont bien les morceaux de l'avion de Pierre de Saint-Amand. Et en revanche, donc, on retrouve ces vestiges, ces morceaux, mais aucune trace de l'équipage. Alors, que s'est-il passé? L'expertise des restes de l'avion montre, 1, qu'il s'agit bien de l'appareil de Saint-Amand, et 2, que le radeau n'a pu être réalisé que sur la terre ferme. Alors là, l'hypothèse la plus possible, c'est que l'avion a atterri sur une plage adossée à une haute falaise dans la région que l'on appelle les Barreiras do Inferno, les barrières de l'enfer, les falaises de l'enfer, sur une plage découverte à marée basse. Il a dû atterrir sur la plage, seulement ils ne se sont pas rendus compte que la plage était submersible. C'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que la mer allait monter et qu'eux-mêmes étaient incapables de grimper les falaises qui ne permettaient absolument pas de trouver un moyen de pouvoir les monter. Alors, maintenant, pourquoi ont-ils atterri là? Alors, est-ce en raison d'un incident technique?
Est-ce que c'est une avarie de moteur, une panne d'essence? Est-ce que c'est une méconnaissance de la géographie physique de la région? Ou encore l'impossibilité, au-delà des falaises, de trouver un espace dégagé compte tenu de la végétation assez luxuriante du Brésil? En fait, on ne le saura jamais. Donc voici le croiseur Bahia qui est parti à la recherche de Saint-Roman. Vous voyez ici donc Recife qui se trouve ici. Voilà, Recife. Et voici l'endroit où on a retrouvé le radeau de Pierre de Saint-Roman. Il y a 700 km entre les deux. Donc le radeau a été donné par la famille de Saint-Roman en 1976 au musée de l'air et de l'espace. Les souvenirs, les archives concernant Pierre de Saint-Roman sont toujours propriété de la famille de Saint-Roman et de la famille de Lafage. Alors, le souhait du fondateur de l'association des Amis de Pierre de Saint-Roman, M. Christophe de Lafage, c'est qu'il souhaiterait que le radeau, les vestiges du Goliath soient exposés au musée L'Envol des Pionniers à Toulouse, puisqu'il se trouve aujourd'hui dans les réserves du musée de l'air et de l'espace. Donc maintenant, la première traversée de l'Atlantique Sud sans escale, eh bien, c'est le 14 octobre 1927, c'est cette même année 1927, par Dieudonné Coste et Joseph Lebris, qui arrivent à traverser l'Atlantique Sud sans escale, entre Saint-Louis et Natal, sur un Breguet 19. Voilà. Maintenant, est-ce que la science d'aujourd'hui arrivera à faire parler les vestiges de l'avion de Saint-Roman? Il semble qu'on ait trouvé sur la plaque des écritures délavées. Pourquoi ont-ils fait ce radeau? Pensaient-ils se monter dessus? C'est pas évident sur une aile en bois et simplement entoilée. Est-ce qu'ils ont compris que leur situation était désespérée et qu'ils ont jeté ce radeau comme une bouteille à la mer? On n'en saura jamais rien. Voilà, et c'est une aventure qui aurait pu se terminer sur un triomphe et dont l'Atlantique, qui se termine par un désastre, dont l'Atlantique conserve encore aujourd'hui le secret. Voilà, donc on va donner place aux les années Pierre de Saint-Roman à Fourcanvaux, donc le village où se trouvait son château et où il avait été baptisé de son nom. Merci beaucoup Luc pour ce très bel exposé sur le raid de Pierre de Saint-Roman. Je vous signale, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, le numéro 253 de la revue Icare, qui est encore disponible sur le site, qui revient sur toute cette aventure. Et dans ce numéro spécial Pierre de Saint-Roman, il y a notamment un entretien de Dieudonné Coste, qui a été fait à chaud après sa première tentative réussie, et qui revient un peu sur les raisons de son succès et les raisons des échecs des autres raids. Voilà. Alors, Luc s'en va, mais vous avez peut-être des questions à lui poser. Je sais, oui, il y a Alexandre. Je suis très mal élevé. Oui, tout à fait. Alors, les pièces sont bien conservées au musée de l'air et de l'espace. Oui. Quand on parle de radeau, c'est ce qu'on voit sur la photo aujourd'hui. Donc la caisse de transport, les roues et la trappe qui ont été conservées. Exactement ça. Et qui sont aujourd'hui, actuellement en tout cas, visibles sur... Non, ils ne sont pas visibles, ils sont dans les réserves. Ils sont visibles depuis la semaine dernière, en tout cas. Ils sont visibles depuis la semaine dernière. Eux qui sont sur la mezzanine de l'entre-deux-guerres, actuellement. J'ai eu une présentation justement de ces objets lors d'une conférence à l'Assemblée nationale. Et quand ils sont revenus, on ne les a pas tout de suite remises en réserve. Et elles sont donc visibles, en tout cas les roues et la trappe sont visibles. Voilà, alors les roues d'ailleurs étaient en parfait état, et c'est ce qui a fait dire aux mécaniciens galérants. À mon avis, ils ont atterri sur un terrain assez semble-t-il, qui n'était pas très agressif pour les pneus. Les pneus étaient neufs. Voilà. Simplement, il est certain que, à mon avis, il a pris un risque en démontant les flotteurs et en faisant le raid sur un avion à roues. Parce qu'évidemment, où allait-il se poser? Voilà. Alors, était-il aussi
Les avions de cette époque étaient des véritables bouteilles, les avions de raid étaient des véritables bouteilles d'essence volantes. Hein. S'est-il trouvé aussi à court d'essence? On ne sait pas. Et malheureusement, je pense qu'on ne saura jamais parce que même le point où il s'est posé, on sait que c'est du côté de Recife, mais voilà. Et je pense que les vestiges d'un Farman Goliath aujourd'hui, depuis le temps, ça va faire bientôt 100 ans en 2027, ça doit être ténu quand même. Ça doit être très difficile de trouver une épave d'un Farman Goliath de 100 ans plus tard. Et ce dont on se rend peu compte en regardant la carte, c'est les distances. Hein. Enfin, on est sur des échelles qui ne sont pas les échelles européennes. Hein. En Amérique, tout est plus grand, même en Amérique du Sud. Donc autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais je saisis la perche qu'a tendue Alexandre sur le... Oui, je voulais vous parler aussi. Donc cette affaire a été remise d'actualité, notamment à l'occasion d'un colloque qui a eu lieu en octobre donc à l'Assemblée nationale. Et colloque extrêmement important puisque l'attaché militaire de l'ambassade du Brésil a fait le déplacement et a fait une allocution très remarquée. Et ça montre l'importance des relations franco-brésiliennes par le truchement de l'aéronautique. Donc c'était aussi, à travers cet exposé, quelque chose que je voulais mettre en avant, c'était l'importance du rayonnement des ailes françaises à l'étranger. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup.